Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais terminer la solution de l'examen d'analyse, l'examen de rattrapage de l'année précédente, 2019-2020. Alors, il nous restait deux exercices, les exercices 4, 3 et 4. Vous voyez? Donc, les exercices 3 et 4. Le premier porte sur l'application du théorème des accroissements finis pour obtenir des inégalités et qui contient une question qui n'a rien à voir avec les deux premières, le type de questions que vous avez vu dans le TD, comment on trouve une égalité et une fonction est constante, trouver la constante par la dérivation, ensuite fonction qui est dérivable sur un intervalle est constante, on prend une valeur, on a un point et on a la constante. Et un autre exercice classique donc sur les développements limités en donnant une question sur des développements usuels faciles que vous avez dans le cours. Après, on obtient un développement d'une fonction composée pour arriver à trouver sa limite au point 0. Alors donc, allons-y, nous allons voir la solution de l'exercice 3. Alors, en appliquant le théorème des accroissements finis, montrer quel que soit A, B, réel, compris entre 0 et 1, vous avez cette inégalité. Évidemment, vous voyez maintenant qu'il faut utiliser arcsinus, la fonction arcsinus et l'intervalle AB, comme il est écrit ici, A inférieur à B strictement. C'est ce que nous allons faire pour trouver cette double inégalité. Alors donc, soit AB de réel quelconque qui vérifie cette inégalité. Donc, A est supérieur à 0, strictement, inférieur à B strictement, qui est inférieur à strictement. Alors, on considère la fonction qui à t fait correspondre à arcsinus de t, qui est, comme vous le savez, continue sur l'intervalle 0, 1 fermé, qui contient l'intervalle AB fermé, donc elle est continue sur AB fermé. Et elle est dérivable sur l'intervalle 0, 1 ouvert en 1, donc il contient AB ouvert et donc arcsinus de t est dérivable sur cet intervalle AB parce qu'il est compris entre 0 et 1 strictement. On sait que arcsinus elle est dérivable sur moins 1, 1 ouvert. Donc il contient AB effectivement à cause de cette inégalité. Alors d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à l'intervalle AB strictement à l'intérieur, tel que l'on est arcsinus de B moins arcsinus de A égale B moins A fois la dérivée de arcsinus au point C, qui est 1 sur racine de 1 moins C2. Maintenant, ça devient classique, il faut encadrer cet élément pour encadrer arcsinus de B moins arcsinus de A et retrouver l'inégalité que l'on demande. Alors, partons de cette constatation C compris entre A et B strictement et tenons compte du fait que B est strictement inférieur à 1 et A supérieur à 0, nous avons cette inégalité. Comment on va trouver cette inégalité? Vous élevez au carré ici. Ils sont tous positifs. C'est pourquoi j'ai ajouté le 0 ici pour bien vous montrer que l'on peut élever au carré tout en gardant les inégalités. Donc A2 inférieur à C2 inférieur à B2 parce que A, C, B sont tous positifs et même strictement. Donc, on a A2 inférieur à C2 inférieur à B2. On multiplie par moins 1, alors on aura moins B2 inférieur à moins C2 inférieur à moins A2. Et on ajoute 1. Donc, on a cette double inégalité comme ça. Et puisque B n'atteint pas 1, alors 1 moins B2 est strictement supérieur à 0. Par conséquent, on peut appliquer la racine qui est croissante. Donc, on aura racine de 1 moins B2 inférieure à racine de 1 moins C2 inférieur à racine de 1 moins A2. Et même les inégalités sont strictes, parce qu'on a ici des inégalités strictes. Et en inversant, je viens de dire que B n'atteint pas 1, donc racine de 1 moins B2 n'est pas nul, il est supérieur à 0. Et donc en inversant, on trouve l'inverse de la racine de 1 moins B2 ici, supérieur à l'inverse de 1 sur racine de 1 moins C2, supérieur à l'inverse de 1 sur racine de 1 moins A2.
Et maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Plus qu'à multiplier par b moins a qui est positif strictement parce que a est inférieur à b et on a cette inégalité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste remplacer cet élément par sa valeur et sa valeur b moins a sur racine de 1 moins c2, c'est a sinus de b moins a sinus de a. Donc, on prend ceci, on le met là et on a l'inégalité démontrée. Voilà. Bien. Alors, le texte, qu'est-ce qu'il demande? Montrer l'inégalité large. En fait, elle est stricte parce que, comme je vous ai dit, ici, à partir de ces inégalités, on a ici strictement. Bien. De toute façon, on répond à ce qu'on nous demande. C'est pas faux si vous mettez des inégalités larges. Maintenant, on vous demande, dans la deuxième question, alors, d'abord, on vous dit que arc sinus de 1,5 est égal à pi sur 6. Vous en aurez besoin. Montrer cet encadrement de arc sinus de 1 tiers. C'est ça ce qu'on veut. Encadrer arc sinus de 1 tiers. Donc, vous trouvez qu'il est inférieur à un nombre qu'on peut calculer par les moyens, calculatrice, etc., division. Et ça aussi, on peut le calculer. Donc, on aura une valeur approchée, mais à quelle incertitude, je ne sais pas, parce qu'on ne nous demande rien, mais on nous demande cette relation. D'ailleurs, on ne vous demande pas de calculer. Il ne faut jamais calculer quelque chose par la calculatrice. Ne donnez pas un chiffre avec des 1, etc., avec les virgules. Donnez ce que vous connaissez. Pi sur 6 moins racine de 3. Voilà ce que vous devez répondre, tout simplement. N'ajoutez rien. Vous n'avez pas le temps de rajouter des choses inutiles. Bon, alors, on applique... on a dit d'appliquer... on nous a donné cette relation. Arc sinus de 1,5 égale pi sur 6. Ce qui vous dit de poser A égale... alors, on pose A égale 1 tiers et B égale 1,5. B égale 1,5. Donc, ici, c'est arc sinus de B, c'est pas arc sinus de A. Désolé si je suis trompé. Donc, arc sinus de B. Donc là, c'est arc sinus de B. Voilà. B égale 1,5. Arc sinus de B, arc sinus de 1,5 égale pi sur 6, d'après l'énoncé. Très bien. Et je prends A égale 1 tiers. Alors, pourquoi je prends A égale 1 tiers et pourquoi je n'ai pas pris A égale 1,5? Parce qu'on veut cet ordre. Cet ordre. Alors, 1 tiers, évidemment, il est plus petit que 1,5. Donc, je prends B égale 1,5. Et j'applique cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? B égale 1,5, A égale 1 tiers. Alors, 1,5 moins 1 tiers, inférieur ou égal à arc sinus de B. Alors, on a dit arc sinus de B, c'est pi sur 6. C'est arc sinus de 1,5. Voilà. Et moins l'arc sinus de 1 tiers, c'est ça l'inconnu que l'on veut encadrer. Et puis ici, la même chose, B moins A, c'est 1,5 moins 1 tiers. Et ici, racine de 1 moins B2, c'est-à-dire 1 moins 1 quart. Au dénominateur, la racine de 1 moins 1 quart. Alors, j'effectue des calculs pour donner cette valeur sous forme de quotient. Alors, numérateur, 1,5 moins 1 tiers, ça fait 1 sixième. Et puis, divisé par un dénominateur. Si vous réduisez au même dénominateur ici, qu'est-ce que vous allez trouver? Racine de 9 moins 1 sur 9, c'est-à-dire racine de 8 sur 9, racine de 9, c'est-à-dire racine de 8 sur 3. Et divisé par racine de 8 sur 3, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, ça donne ceci. Après simplification, vous aurez ici 1,5. Et là, vous aurez racine de 8, c'est racine de 4 fois racine de 2, c'est 2 racines de 2. Donc, en fait, vous aurez 1 sur 4 racine de 2. Et vous multipliez par racine de 2, numérateur et dénominateur, pour avoir racine de 2 sur 8. Alors, pour celle-ci, numérateur, même chose, c'est 1 sixième. Et ici, racine de 1 moins 1 quart. 1 moins 1 quart, c'est 4 quarts moins 1 quart égale 3 quarts. Donc, le dénominateur, c'est racine de 3 sur racine de 4. Autrement dit, c'est racine de 3 sur 2. Divisé par racine de 3 sur 2, ça revient à multiplier par son inverse, 2 sur racine de 3. Et vous inversez, vous simplifiez, vous aurez donc 1 sur 3 racine de 3. Vous multipliez par racine de 3 et vous multipliez par racine de 3 numérateur et dénominateur pour retrouver le chiffre un peu plus simple à lire, racine de 3 sur 9. Et donc, on n'a plus qu'à remplacer ici, racine de 3 sur 9, ici,
racine de 2 sur 8. Et pour avoir l'inégalité, rappelez-vous, c'est encadré moins arc sinus de 1 tiers. Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, je multiplie par moins 1 pour faire apparaître un plus. Et ici, moins pi sur 6. Et là, vous aurez... quand vous multipliez par moins 1, évidemment, ça va s'inverser. Le moins racine de 3 sur 1 sera inférieur à moins pi sur 6 plus arc sinus de 1 tiers, inférieur à moins racine de 2 sur 8. Et après, vous ajoutez pi sur 6 et vous avez l'inégalité. Donc, je répète, multiplions d'abord. Si vous voulez écrire cette étape intermédiaire, vous pouvez l'écrire. Pour ne pas alourdir la rédaction, donc, on multiplie par un moins 1, on obtient une inégalité. Et rappelez-vous, quand vous multipliez par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Autrement dit, si vous voulez, moins ceci sera le premier et moins racine de 2 sur 8 sera ici. Et ici, on aura au milieu arc sinus de 1 tiers moins pi sur 6. Ensuite, on ajoute pi sur 6 et on a l'inégalité demandée. C'est bien ça. Je vais vérifier. Voilà. Dans l'énoncé, c'est bien ça. Voilà. Dernière question. Alors ça n'a rien à voir avec les deux questions précédentes parce que nous avons une fonction. Ça, c'est déjà vu dans les TD ou quelque part. Une fonction, vous allez montrer qu'elle est égale à pi sur 2 sur R tout entier. Alors, R, c'est un intervalle. On dérive cette fonction, on peut lui donner un nom, la dérivée. Et puis, si la dérivée est nulle, elle sera constante et on va retrouver cette constante en donnant une valeur ici, par exemple, x égale 0. Bon, voyons ça. Alors, dérivons. La fonction, on lui a donné un nom de x, on dérive. Alors là, la dérivation, elle est compliquée. C'est là où c'est compliqué. Je me rappelle que j'ai vu cet examen à l'examen. J'ai corrigé cet examen. Alors c'est là où les gens se perdent, lorsqu'ils dérivent les fonctions composées. C'est là où les problèmes apparaissent. Alors j'ai détaillé beaucoup pour y arriver au résultat égal à 0. Alors, dérivons arc tangente x. 1 sur 1 plus x2. Attention, ici c'est une fonction composée. Alors si vous voulez, ici c'est comme si vous avez disons un phi de x. Un phi de x. Que dit la théorie de la dérivation composée? Vous dérivez phi prime de x, que multiplie la dérivée de arc tangente en phi de x. Donc, la dérivée de ce phi de x, c'est la dérivée de racine. Alors c'est 2x sur 2 racines, 1 plus x2, le 2 s'en va, donc ce x sur racine de 1 plus x2. Moins la dérivée de x, moins 1. Divisé par la dérivée de arc tangente en ce point phi de x. Le voilà, vous le voyez, phi de x au carré, plus 1. Et ce 2, je n'ai pas parlé de ce 2, c'est une constante, il est là. Bien. Alors la deuxième étape, c'est d'ouvrir cette parenthèse. Ah, d'abord, non. D'abord, ici, réduisons même dénominateur. Ce sera quoi? X moins racine de 1 plus x2 sur racine de 1 plus x2. Ce racine de 1 plus x2 va apparaître là. Et il reste x moins racine de 1 plus x2. Le numérateur sur racine de 1 plus x2. C'est ça, la réduction au même dénominateur de ceci, dans ceci. Cette parenthèse divisée par ça. Voilà, c'est écrit. Le 2 qui est là, et il est là. Je n'ai pas touché. Et puis, ce dénominateur, je vais développer ce carré. Le carré de la racine. Voilà, 1 plus x2. Moins le double produit, moins 2x, racine de 1 plus x2. Plus le carré de x plus x2. Ensuite, plus 1. Et là, vous voyez 1 plus x2. Je peux enlever ces parenthèses maintenant. 1 plus x2, et ici, vous avez 1 plus x2. Donc, ça devient 2 fois 1 plus x2. Moins 2x racine de 1 plus x2. Ce racine, il est là, le 2 il est là, je n'ai pas touché. Ce terme reste jusqu'à la fin. Alors maintenant, regardez ici. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans cette somme?
qu'est-ce qu'il y a comme facteur commun? Vous avez la racine de 1 plus x2 que multiplie x. Non, pas que multiplie x. Racine de 1 plus x2 que multiplie le 2. Je vais les faire sortir. Alors, si je sors 2 racines de 1 plus x2, qu'est-ce qui va rester ici? Moins x. Et là, qu'est-ce qui va rester? Racine de 1 plus x2. Et ce 2x et ce 2 racines de 1 plus x2, le 2 est là, et la racine multipliée par la racine crée ce 1 plus x2. Alors, vous voyez maintenant que j'ai ce terme et son opposé ici. Si je simplifie, j'aurai quoi? J'aurai moins 1. Parce qu'ils sont opposés. C'est la même chose, mais opposés. Moins 1. Et le 2 sur le 2 se simplifie. Donc, on a 1 sur 1 plus x2 moins 1 sur 1 plus x2 égale à 0. Voilà donc cette dérivation. Bien sûr, un petit peu compliquée pour les débutants. Mais on peut la faire si on se concentre bien. C'est pas très... On peut dire si on fait les calculs sans faire d'erreur. Et c'est pas évident dans un examen, surtout dans un examen d'une heure et demie, de se concentrer. Souvent, les calculs sont difficiles. Bon, ainsi donc, f' est nul sur un intervalle. J'insiste, la chose de dire que si f, la dérivée est nulle, alors f est constante, alors ce n'est pas vrai. C'est vrai sur un intervalle. Alors, si je vous dis, par exemple, arc sinus de 1 sur x plus arc sinus de x, défini sur R étoile, sa dérivée est nulle, mais elle n'est pas constante sur R étoile. Elle vaut pi sur 2 sur R plus étoile, et elle vaut moins pi sur 2 sur arc sinus, sur R étoile moins. Donc, cette application de dire que la dérivée est nulle alors f est constante, on l'applique sur un intervalle, comme ici R, c'est moins l'infini plus l'infini. Ou bien sur un intervalle AB, A et B, des réels, ou bien l'un réel, l'autre l'infini, ou moins l'infini. Bon. Donc maintenant, f est constant sur R, alors je prends une valeur, f de x est égal à f de 0, parce qu'elle est constante. Alors f de 0, pourquoi f de 0? Parce que c'est le plus simple à voir ici dans cette fonction. En effet, arc sinus de 0, c'est 0. Hein? Tangente de 0 est égal à 0. Et vous avez ici arc tangente de 1. On a déjà vu arc tangente de 1, elle est égale à pi sur 4. Et pi sur 4 fois 2, ça fait pi sur 2. Donc, en conclusion, l'image de cette fonction f en 0, c'est pi sur 2. C'est pourquoi nous avons conclu cet exercice en disant f de x égale pi sur 2, quel que soit x appartenant à R. Alors maintenant, nous allons continuer avec l'exercice 4. Regardons d'abord l'énoncé. Alors, comme nous avons vu tout à l'heure, c'est un exercice qui porte sur les développements limités. Voilà. Donc, la première question, on nous demande de rappeler les développements limités de quelques fonctions usuelles. On a déjà vu ça dans des vidéos précédentes, donc nous allons juste rappeler ça. Attention, ici, c'est exponentielle x, moins x, ce n'est pas exponentielle x, donc vous prenez le développement de exponentielle x, et là où apparaissent des puissances impaires, vous mettez un signe moins devant. Donc voilà le résultat. Voilà. 1 moins x, plus x2 sur 2, en fait c'est 2 factoriels ici qui donnent 2, moins x3 sur 3 factoriel qui donne 6, et x4 sur 4 factoriel qui est 24. Parce qu'on nous demande des développements à l'ordre 4, on les donne tous à l'ordre 4. Voilà, l'ordre 4. Et puis n'oubliez pas de donner le reste. Très facile, écrire x4 epsilon de x, où epsilon est une fonction qui tend vers 0, lorsque x tend vers 0, puisqu'on fait des développements au voisinage de 0. Voilà donc les développements pour le cosinus. Pour le sinus, donc là c'est 2 factoriel, 4 factoriel ici. Alors pour le sinus, c'est x moins x3 sur 3 factoriel. Il n'y a pas de terme en x4 parce que c'est 0 x4, une fonction impaire. Dans son développement, n'apparaissent que des puissances impaires. Quand je parle de n'apparaissent que des puissances, c'est dans le polynôme. Dans le reste, évidemment, si vous avez un développement à l'ordre 4, vous mettez x4 et epsilon de x, le reste. Log de 1 plus x qui n'est ni pair ni impair, eh bien voilà son développement. Ça, on l'a déjà vu
en intégrant le développement de 1 sur 1 plus x. Voilà donc pour la première question. Alors pour la deuxième question, on nous demande donc de, voyons l'énoncé, de développer à l'ordre 3 cette fonction cosinus x à la puissance 1 sur sinus x. Alors, d'abord, cosinus de x à la puissance 1 sur sinus x, c'est l'exponentielle de logarithme de cosinus sur 1 sur sinus x, en utilisant la règle a à la puissance x égale exponentielle x log de 1. Bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer des étapes. D'abord, le développement de log de cosinus x, log de cosinus x, et le développement de sinus x sont là, et on va faire la division pour avoir le développement de log de cosinus x sur sinus x. Et puis après, on applique l'exponentielle. Donc, log de cosinus x, on cherche des développements à l'ordre 4, on met ici le développement de cosinus à l'ordre 4, et on lui applique le logarithme. Alors, on va prendre cette quantité-là comme la variable u qui tend vers 0, lorsque x tend vers 0. Et on va appliquer ce développement-là, où, alors ce que j'ai désigné en rouge, c'est en fait cette parenthèse. Donc on va remplacer dans cette x, ce x, on va remplacer par cette parenthèse. Donc, le logarithme, donc je mets x, je mets la parenthèse, moins la parenthèse au carré sur 2, alors on demande un développement à l'ordre 4. Alors qu'est-ce que je vais faire de x3 sur 3 ou si je remplace la parenthèse? Le premier terme qui va apparaître si je mets cette parenthèse à la puissance 3, ce sera un x6. Donc ça dépasse l'ordre 4, c'est pourquoi je n'écris pas le plus cette parenthèse puissance 3 sur 3. Sinon, il va me donner des x6. Qu'est-ce que je fais de ces termes-là? Parenthèse puissance 3 sur 6 sur 3, pardon, où est-ce que je les mets? Ce sont des puissances supérieures à 4, je les mets dans le reste. On s'exprimer comme x4 fois quelque chose qui tend vers 0. Donc ces termes-là, en fait, je ne les utilise pas dans ce développement, car ce que je remplace est quelque chose d'une puissance un peu élevée. À la puissance 3, ça donne des x6 et plus. Alors je me contente de ça, et je fais les calculs. Donc ceci, il n'y a rien à calculer, je le laisse comme il est. Mais par contre, pour celui-ci, déjà, je ne prends que ce terme au carré, parce que le double produit donne un x6. Déjà beaucoup. Et le carré de x4 sur 24 donne un x8 divisé par 24 puissance je sais pas quoi. Donc c'est énorme. Alors qu'est-ce que je garde? Juste le carré du premier terme qui va donner un x4. Les autres qui vont donner x6 et plus, je les mets dans le reste. Voilà donc qu'est-ce que je retiens de la partie polynomiale. Je n'ai pas négligé les autres termes, je les ai mis dans le reste. Le reste, il ne faut pas croire que c'est 0. C'est une fonction de la forme x4 fois une fonction qui tend vers 0. Oui. Donc voilà, on effectue le calcul. Donc ça tend, celui-là, il est là, x4 sur 24, il est là, et ici sort la parenthèse au carré, ça donne un x4 sur 4, multiplié par moins 1,5, donc c'est moins x4 sur 8. Vous faites la somme entre ceci, donc ici vous aurez moins 3 sur 24, et vous aurez donc moins 2 sur 24 qui est égal à moins x4 sur 12. Voilà le développement de log de cosinus x à l'ordre 4. Alors donc, le quotient de ceci par sinus x qui est aussi à l'ordre 4, pour cela donc il faut faire la division euclidienne. Mais avant de faire la division euclidienne, il faut simplifier par x. Ce qui donne, cette fraction devient ceci. Vous simplifiez par x, numérateur, dénominateur. Et maintenant, c'est pourquoi on cherche un développement à l'ordre. À l'ordre 3, il faut aller jusqu'à l'ordre 4 à cause de cette simplification. Ça, on a déjà signalé dans les divisions. Faites attention de prendre un ordre assez suffisant pour ne pas perdre
des termes. Si vous prenez l'ordre 3, peut-être qu'à la fin, vous n'aurez pas l'ordre 3 ici. Donc, on a fait les étapes avec l'ordre 4. Après la division, il y aura des simplifications qui vont permettre donc de diminuer l'ordre, numérateur et dénominateur jusqu'à l'ordre 3. Et maintenant, on fait la division euclidienne. Alors, ça, la division euclidienne, alors, j'ai déjà fait plusieurs fois. Alors, je vais quand même vous rappeler, voilà ce qu'on divise. Bien ça? Par ça. Dès que je vois l'ordre 3, je m'arrête parce que je cherche l'ordre 3. Alors, moins x2 sur 2 ici, divisé par 1. Je dois faire moins x2 sur 2 qui va, lorsque je multiplie, il me donne la même chose. Pourquoi après, avec un signe moins, va disparaître. Donc, moins x sur 2. Mais il faut multiplier tout ce qui est là. Moins x sur 2 fois 1. Je mets en rouge ce que je trouve. Moins x sur 2. Moins x sur 2 fois moins x2 sur 6. Ça donne plus x3 sur 12. Alors, je soustrais. Moins x2 sur 2, moins x2 sur 2 s'en va. Et il va rester moins x3 sur 12, moins x3 sur 12. Leur somme, ça fait moins x3 sur 6. Je divise, il faut mettre ce terme pour que lorsque vous multipliez, vous retrouverez ça en premier. Alors maintenant, je ne fais pas le reste, je fais des points de suspension parce que j'ai trouvé mon ordre 2. Voilà ce que je retiens de cette division. Donc le développement à l'ordre 3 que j'ai dans le texte divisé par la partie polynomiale du dénominateur, partie polynomiale du numérateur par la partie du polynomial du dénominateur me donne l'ordre 3 ici. Je m'arrête. Je m'arrête là et c'est tout. Voilà donc ce que j'ai écrit. Voilà ce que j'ai trouvé. Il est bien à l'ordre 3. Bien. Alors maintenant, je lui applique quoi? L'exponentiel. Exponentiel dessus, donc l'exponentiel de ce que j'ai trouvé ici. L'exponentiel. Alors donc, je vais prendre dans le développement de exponentiel ce terme comme une variable t, si vous voulez, hein, moins t. Moins t. Voilà, le t, c'est cette parenthèse. Donc, voilà, je vais enlever ce trait, alors, voilà, cet arc rouge, je l'ai enlevé. Je vais prendre cet élément égal à t. Le voilà, on a ici moins t, sans s'intéresser au reste. Alors, exponentiel moins t. Et qu'est-ce que vous allez faire? Le développement de exponentiel, mais avec t, c'est-à-dire avec la parenthèse qu'on a là. Donc, rappelez-vous l'exponentiel, donc 1 moins t plus t2 sur 2, moins t3 sur 3 factoriel, c'est-à-dire sur 6. Pourquoi je m'arrête là? Parce que je veux l'ordre 3. Alors, cette parenthèse, je la descends, elle est ici. Celle-ci, je cherche l'ordre 3. Alors, x sur 2 à la puissance 2, ça donne un x2 sur 8. X sur 2 à la puissance 2, ça donne un x2 sur 8. Sur 4 fois le 1 demi, ça donne x2 sur 8. Mais le double produit donne un x4. Et le carré de x6 et de x3, ça donne un x6. Donc, ça y est, je retiens de cette parenthèse que le premier terme, x sur 2 au carré, fois 1 demi. Et de cette parenthèse, le terme x2 à la puissance 3 me donne un x3 sur 2 au cube. C'est 8. 8 fois 6, 48, moins x3 sur 48. Et les autres termes vont donner des x4 et plus. Dans un a plus b à la puissance 3, il y a 4 termes. Le premier donne un x3. Les autres vont donner plus, un x4, x6, etc. Donc, voilà ce que je retiens. Et maintenant, je regroupe les termes qui ont le même degré. Les voici, x3 sur 6, moins x3 sur 6, moins x3 sur 48. Je fais cette somme et je trouve moins 3x3 sur 16. Le x2 sur 8, il est là. Et moins x sur 2, donc voici. Voilà donc le développement de cette fonction. Donc, dans cette deuxième question, nous avons trouvé f de x. Voilà son développement à l'ordre 3.
Alors, dans la dernière question, on nous demande de trouver un équivalent f de x au voisinage de 0. Bon. On a trouvé f de x ici, le développement de f de x, alors 3. Je vois même que c'est... pour trouver un équivalent, c'est un peu excessif comme ordre. On aurait pu se contenter à l'ordre 2. Et ceci même si on veut un équivalent trop précis. Alors souvent, je vois dans les solutions que propose le professeur du cours qu'il faut donner le premier terme, et qui est en fait une constante, et c'est la limite de f quand x tend vers 0. Mais si vous voulez donner un développement plus précis, vous pouvez donner aussi 1 moins x sur 2 est équivalent à f de x. Parce que lorsque vous divisez par 1 moins x sur 2, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver 1 plus cette quantité divisé par 1 moins x sur 2, qui tend vers 0. Et donc, f de x est bien équivalente à 1 moins x sur 2. C'est une équivalence un peu plus précise. Là, je fais un commentaire, bon, ce qui n'a rien à voir avec la réponse. Si on vous demande une quatrième question, peut-on prolonger f par continuité? Quelle est l'équation de la tangente au voisinage de 0? Alors, peut-on prolonger en 0, déjà, par continuité? Quelle est la tangente au voisinage de 0 et la position de la courbe de f par rapport à cette tangente? Première réponse, je peux prolonger en posant f de x égale f de 0 égale 1, parce que la limite en 0, c'est 1. Deuxièmement, nous avons ici l'équation de la tangente a0 plus a1x. Premier terme, les deux premiers termes de développement dans la tangente. Effectivement, f de x moins ce 1 moins x sur 2 est égal à ceci qui tend vers 0. Alors, la position maintenant, si vous faites la soustraction de f de x moins 1 moins x sur 2, le premier terme qui apparaît, c'est un x2 sur 8. Il l'emporte sur ce qui vient après. Donc, c'est positif et par conséquent, la courbe l'emporte sur la tangente. La courbe de f est au-dessus de sa tangente. Tout ça, c'est un commentaire supplémentaire sur une éventuelle quatrième question. Je répète, quatrième question, vous pouvez l'écrire. Peut-on prolonger f par continuité en 0? Quelle est l'équation de la tangente en ce point 0 alors? Et puis la position de la courbe par rapport à cette tangente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Et il nous reste l'examen d'algèbre à corriger dans ces 2 jours avant l'examen. Je vous souhaite bonne chance pour votre préparation et pour les examens qui vont venir. Merci beaucoup. Au revoir.